questions. Donc voilà. Bienvenue à tous dans ce troisième module du SDG Innovation Bootcamp, où aujourd'hui on va vous parler de comment passer de l'idée au challenge d'innovation. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui nous rejoignent pour ce module, quelques informations pour que la session se passe au mieux. Si c'est possible pour vous, allumez vos caméras. De cette façon, on peut tous se voir et se rencontrer, c'est plus sympa. Mais sachez que la session est enregistrée et elle sera disponible en replay dès demain sur la Sparkboard, donc l'endroit où vous vous êtes enregistré. Éteignez vos micros pendant que les intervenants parlent. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main grâce à la petite main du Zoom ou bien à directement poser la question dans le chat. Gardons les questions et les réponses courtes, histoire d'avancer maintenant. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à utiliser le chat pour poser vos questions ou exprimer vos points de vue. Hop. Et j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Mégane Siméon et je travaille pour Open Geneva avec Julia, que vous verrez un peu plus tard. Je suis jointe également par Aphrodite d'Unitar, qui va vous faire une petite présentation ensuite. Donc c'est le troisième module, comme je l'ai expliqué. La semaine prochaine, nous parlerons de comment promouvoir son événement d'innovation avec quelques outils pour la communication. Donc voilà, je propose qu'on se lance gentiment. Je vais désormais parler en anglais comme notre première intervenante est anglophone. So we will start with the first speaker, who is called Raki Mehra, who is the co-founder of a social venture called MHS City Lab. She will talk to you about design thinking from an idea to a project. Raki, the floor is yours. There, do you hear me now? Thank you, Megan, and thanks to Aphrodite, Judy, everyone who is familiar here. Great to be back the second time, just sharing that I was part of the event last year, lots of good energy and great to see so many of you there. The one thing I didn't do in this last year is learn some French. So excuse my Indian accent speaking English. The one reminder I get is Raki, speak slowly, take it easy. And design thinking is not a process to be rushed. But since we are in hackathon mode, I can try to move a little faster. If there are questions, as was encouraged, please put them in the chat. I might not have answers to everything, but I'm very curious to hear your questions. As Megan has kindly introduced, I wear two hats. The one hat has been as a social entrepreneur working on a sustainable housing project while I was in India. And the other hat, which I really enjoy, is working on open innovation in universities. And I also teach courses on innovation and entrepreneurship. So meeting a diverse group is always encouraging and exciting, even if I have only 15 minutes with you today. So I was not wanting to sort of share screens and go over, but I wanted to do a design thinking experiment with you. It's a tool that I've begun using recently since we all have started to work remotely. So I will ask you to bear with me as we go ahead. Just as a raise of hands, I would like to hear if how many of us in this room, in this virtual room, has engaged in design thinking in some form, whether in our student projects or, okay, I see one. I see Kristen raising her hand. Okay, that's nice, Rachel. So a few people over and out have had the experience. And I think you would agree with me, even if you go through it, is like the more times we do it, we just get familiar with the uncertainty and the emotions that go through a design thinking process. But I keep telling myself as well that there's not enough time that we, even today, in today's session, can use 15 minutes to do a quick problem-solving design thinking. So for the benefit of those who are probably hearing for this first time, there will be some extra information that I will keep on the boards. And for those who have already had that experience, because it is an experience, feel free to share your thoughts and ping me if your experience went slightly differently. Okay, so as I promised, today will be a design thinking session, and let's see if you are seeing my screen. Overall, yes? Everything's all right.
So the thinking session for me, and I'll tell you why is that, is we are in a boot camp, and boot camp, we are moving quickly. And I think in the first few modules, you've been exposed to the idea of the purpose of the hackathon, the purpose of coming together. And as human beings, I'm told as creatures, we like to apply ourselves to problems. And you might have certain things keeping you up at night, which means that you are burning for a solution. But there's a slight sort of a difference between moving from an idea to actually seeing something a little bit more tangible and on the ground. I'm trying to see if I'm missing. Okay, so there is, yes. So the 10 minutes or 15 minutes we spent today is to understand a little bit of that process and some tools, which is design thinking, of what helps us move from idea to project. And I will keep moving in between my entrepreneur hat and the teaching hat. So what happens if you don't do design thinking? It's always nice to look at the antithesis of something, is that you stumble upon the solution. You came from an idea, you do a hit and trial process, and your solution sticks. Like they say, I'm living in Italy now, you throw the pasta on the wall, if it sticks, it's well cooked. What design thinking does is takes away some of that uncertainty in the process. And I like this quote. I haven't actually seen the full movie, to be very honest, but it's a quote from a movie a long time ago, which has been adapted. It says, if you build it, they will come, is often not a reliable strategy. And in this case, it was a baseball field in the middle of the US in Iowa. And you said, this is the perfect climate, the perfect weather, the perfect conditions, and you invest time, money, energy and resources to build a product, a service, or an initiative, and you're not sure if you can develop a community or a users around that. So for those of you who've heard it, and you probably have experienced it, the idea of building something and the people will come or the users will come is what takes the uncertainty around taking something from an idea to a project that is actually absorbed and out there. So what is design thinking? And I'll do this quickly because it's such an experiential tool that to only talk about it is not fair. So I'm going to tell you about my story. I was not thinking of being in a startup or starting up. I had worked previously in the area of microfinance, financial inclusion, and we were presented a problem. Luckily, the definition of the problem was design, and it was around access to housing in informal areas. What do you do with the slum of areas? And yes, I'm from India, but doesn't mean that I can have some ideas, but it doesn't mean I have the solution. So one of the first parts of the issue, and I'm sure you will be talking about this with the team forward, is the problem definition. What is the real challenge or the problem we are looking for? It might sound simple, but it's not easy. You go through a lot of iteration in that. But for us as an idea team that wanted to become a project team, what was really interesting and very important in that phase was the empathize, which is the second button that you see, is that you might have a solution. Like we all might like to have chocolate after dinner, now that we're talking to folks in Switzerland, Geneva, but what kind, who, which age group, somebody who's diabetic, somebody who has food allergies. How do you start to understand what kind of chocolate you want to create? Where does it come from? So I think the empathy part for us was important because while I had worked on different issues related to access to finance, I had never really questioned or become curious at that point about where do people get finance to actually build their homes? So the empathy was the immersion. It was the immersion into understanding problems or the context without actually saying, do you need a house, right? It was a discovery process. The second type of the phase which we moved to is the ideate phase. And I'd just like to give a point there, and I hope we'll have time for questions, is that it's very important to know which phase you're in, especially if you're working with the team. And for me, it's not easy because I think I understand, and I work with my husband, who's an architect on this, and we think we are in the empathize phase. And we could be in the ideate phase, but it creates friction. So it's important for us as a team of who you're working with to also think that have you moved? Because then you start problem solving and you stop listening. The empathize phase is creating all the moments to capture the bites, be going on field, understanding
the context, the issues, the behaviors, and ideation is then putting on your switch and say, okay, which problem am I solving? And if you start ideating when you are meant to be empathizing, then you're not listening. So it's important also to be on the same page, and maybe some of us are also eager, and there's a sense of urgency to respond, which is in the ideate state. In the ideate stage, of course, there's no wrong answer. We were talking about housing. While we were talking about housing, we had organizations coming to us and can you also look at the homelessness situation? Can we look at the slum area, the informal housing? Could we look at the toilet situation? So the ideation phase becomes overwhelming, right? And this is where maybe a lot of uncertainty comes, and it'll be great that if you have an external person who's a facilitator in the ideation phase, because it can be quite wild, and then it's hard to narrow down. The prototyping. So the ideation phase can go on. It can also take time, energy, resources, which is very important. But the criteria that helps you to filter what moves from idea to prototype is important. What skills, resources, capacity do I have within these 48 hours of 6 months, or the budgets I have to be able to create a prototype? And what's my final goal? The final product or the service or the solution or the initiative will not be the final one, as we call as the plan A, but it'll be a very, very serious attempt to be able to address some of the pains we heard in empathize and go with the problems. So if you have stayed with me in this journey, I will take you through the journey of MHS, which is what you heard about, is the organization I co-founded, which was about people build their own homes. Is there a chance for you to actually work and understand how they find the material? Where is the financing from? And then depending on the prototype design, how do they react? How do different members of the community react? How do children react? How do elderly women who spend a lot of time in the house react? How do the men react? And how do the construction labor, the masons react? So this was a part of the empathize / pilot and experiment phase where we were collecting insights into the question. So Megan, you're going to give me a little bit of a timer when if we go over, all right? Yeah, you have still 5 minutes. Don't worry. All right. So this was my world, right? This was my world while we were in the initial design thinking phase. And like I shared with you, this is a phase that is iterative. It's not linear. We might have come up with the idea to say what people in India do not lack is housing. They already live in housing. You lack access to safe and secure housing. So what the current situation is a prototype. It can be improved on. It's not about buying land and putting people in buildings. It's about giving skills and tools and financing so people can invest and build safer in their scenario as it is. So now I've taken you to the world of India. Now I want to bring you to the world of education, which is here, which is also the theme I understand of this design challenge. These are two initiatives. I will leave the links for you. If anyone in the group here is aware of, has heard of the Khan Academy? Access to education, yes? If someone, I've closed the screen set just in case someone had experience with the Khan Academy as a user. Have you heard about it as a project? Mahamandao, yes. Have you used Khan Academy? Maybe there's a lag in the connection. So I heard from Rosa. Good afternoon, please. Yes. Hello. Yes, I hear you now. You're on screen. Yeah. I said I had an experience with Khan Academic when I was following a course with UNITAR, which was about numeric in Sahel, like Okay. To enhance young. Sorry, it's a network. I said it was about like to enhance young people competency skills in digital in the Sahel. Absolutely. So thanks for sharing that. And if you have anything additional, you can write it on the chat. So as you heard, so we have heard and used it, but how did the idea come about? And the idea came about through
Salman Khan, who was working in a financial industry and helping his cousin in a different state in the US with some tutoring support. That became his pivot. He was not thinking of the idea to become a business. And then after it went to the classroom and the cousin, the school, now 60 million children have access to online learning. Very similar scenario with Streetwise, which is an organization in 20 countries that goes to bring education to street children. Again, a product designer said, why do street children have to come into schools? They are most comfortable in the streets. How do we design a module? How do we prototype a solution to see whether this works? Going through many rounds of iteration. And just to close, I will tell you of the benefits of design thinking. So if you think Rakhi is speaking and this is something that may or may not be applicable to me, let's think of the benefits of design thinking. We become really engaged and empowered in the process. So every user, every member of the design thinking process feels more empowered. You become problem solvers. I think the most important one for me is we remain listeners, empathetic, develop humility and curious. You will figure out if you're new to design thinking that the initial phases, you will not, it'll feel like there's a lot of tension amongst teams, and then you start learning how to work collaboratively. We encourage creative mindsets. You understand how to let go of an idea if it doesn't work. If you're in the ideation and prototyping stage and your favorite feature was not adopted or was not utilized or was not useful, you learn to let go. So you learn the value of iterating on your own idea, and you become creative risk takers. You allow experimentation and the safe space to learn and fail and learn in the process. I'd like to leave 2 resources with you on design thinking. There are many more out there. IDEO with IDEO.org is one that actually runs courses for design thinking, especially in the social impact field. And the Acumen Academy, I think there might be in different languages as well, which talks about keeping the person, the human, in the center of the design thinking approach. So I will close with that. Great, thank you very much, Rakhi. Maybe a few minutes for questions. Does anyone want to ask something? Feel free to open your mic or share it in the chat. How was my Indian English? Was it okay to follow? Okay. Easy. Okay. I would be inquisitive to hear of those who have actually taken on a design thinking process and some of the challenges they encounter, because the real experiences in the doing for this tool. So we have a question from Joanne, who says first that your English was fabulous. Okay. And the second question was, what do you find most challenging in all those steps? I would have to say that the hardest in most of the steps has been the problem definition. And I can tell you from my experience, because when we saw the problem of low-income housing, the first solution that comes is let's build better homes. Let's find a $500 home and bring it there for 26 million people. And then you said, the problem is actually that people don't have access to finance. If only they had access to money and the right amount of money from banks, they could find a home. And then you said, no, the actual problem is the masons. They never went for vocational education. They didn't get trained on safety, and that's the problem. And you as an organization, or as a team, have to decide, but which problem am I tackling? So for me, especially in the early stage of a venture, when it's still idea to project stage, which problem or what is keeping you up at night and what are you solving was one of the hardest phases that we as a team had to agree on. Great, thank you. Maybe one last question before we move on, if anyone has one. Someone says that the accent feels like a short vacay. Yeah. Yes, now it's like the half Italian, half Indian accent as well. Yeah. And I would just add, I think just to take on, was it Joanne's question, is now after 10 years of having run the venture and using design thinking for different parts, like design thinking of understanding what is the best outreach strategy. So not on the idea, but on the process, is really letting go
of your initial hypotheses, right? Or really being able to be open and vulnerable to say, this is something that did not work, and being comfortable with that level of failure or risk in it, because so much is invested, right? Your credibility, your reputation, your interest to be on the phone, but being able to say, this piece doesn't work, but we learned from it, is also hard for us as a team. I think we have 2 questions, so we will do quickly so we can move to the next subject. Dr. Javed Iqbal, sorry if I mispronounce nouns, says, does design thinking work with all subject areas? And then Mahamadou asks, is it possible to be design thinking without knowing about project life cycle? So yeah. I will try to interpret the question for Dr. Iqbal. I would say that, also from India, I would say that most because design thinking is a journey, is a process, if you are able to identify the issue and the problem and get the right team on collaboration, and I know Julia is going to lead a session on that, I really do believe as a space to crowdsource ideas and open up your funnel of thinking, it works, right? If there is a diagnosis issue or empathetic issue in a particular sector or a particular field where existing solutions are available, where innovation is perhaps not the focus of the project, then design thinking may be an operational or a marketing or a different issue. But I do believe as a process, like I said, whether it's in running a venture or living my life or teaching, it's something where you can always think out of the box and bring new creativity. That's what my answer would be. And the second, on the design of the project life cycle, I think it's more about understanding the expectations you want to give design thinking. If the organization or the team is not ready to open up and imbibe or embed new ideas, perhaps you're setting it up for wrong expectations. But if the project life cycle is at a point where there's a midterm review, there's a space given for user feedback and iteration, it's a great investment to be made at that point. Great, thank you. So I think we will move on, but you can continue to interact in the chat with Raki if you have any more questions. Thank you so much, Raki, for this. Sure, and I would really encourage for those who are there to actually join the hackathons. I've been part of 2 that Aphrodite Open Geneva has been part of, and no matter which problems you work on, the process itself is very energizing. So good luck with that. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Share back my screen and switch back to French as we will continue with French-speaking speakers. Alors maintenant, on va continuer avec la deuxième partie de ce bootcamp, donc de ce module, avec la question comment est-ce qu'on construit un challenge d'innovation ouverte. Et pour ça, je vais donner la parole à Julia et Aphrodite qui va vous présenter un peu plus sur ce sujet. Merci Megan. Bonsoir à toutes et tous. Je pense que Raki a bien fait l'introduction. La question du design thinking l'outil, le design thinking peut très bien s'utiliser sur le hackathon, mais le point de départ est finalement plus de savoir sur quel défi, sur quel problème, quelle est la problématique, la définition du challenge au début. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est aussi qui est assez complexe en fait pour être sûr de partir sur de bons rails. Et c'est du coup ce dont on voulait vous parler aujourd'hui quand on organise un hackathon et aussi quand on se lance dans une démarche d'innovation ouverte et de construction d'un challenge et peut-être d'un projet d'entrepreneuriat. C'est d'abord réfléchir sur quel est le bon point de départ, quel est le bon angle d'attaque pour se mettre en ordre de marche, pour réfléchir et avancer à la résolution de ce problème. Et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est OK, moi j'ai un projet, mais qu'est-ce que je peux adresser le temps du hackathon? Quel est le bon challenge? Comment faire que d'un projet, on le présente sous forme d'un challenge qui soit adapté à l'exercice du hackathon, à l'exercice de l'innovation ouverte et qui puisse nous permettre d'enclencher ce travail d'intelligence collective, de travail de groupe et nous aider à avancer, à trouver une solution pratique.
Donc, nous, on a identifié 5 étapes. On a essayé d'en faire comme une checklist pour être sûr d'être prêt à aller avec un challenge dans un hackathon. Et donc, la première étape, c'est justement de trouver, d'identifier ces différents challenges. Et ces challenges, du coup, c'est comment partir d'un problème concret pour trouver des solutions pratiques. Alors, en général, quand on est face à un projet, une thématique, voilà, il y a un sujet général. Donc, nous, on appelle en français, on va parler de thématique. Par exemple, la problématique de la construction d'habitat durable, la mobilité, de l'accès à la santé. Enfin, ça peut être des thématiques qui sont très générales, mais qui de là vont découler des projets, des réflexions, des challenges. Et donc, le premier exercice, c'est un exercice en entonnoir de comment je pars d'une thématique assez générale pour en faire découler, en anglais des issues, on pourrait dire en français des défis. Par exemple, si on parle de mobilité, les défis qui en découlent, ça va être l'accès au transport public, comment se partager la route entre les bus, les voitures, les vélos. Ça peut être une nouvelle forme de nouveaux formats de véhicules, par exemple. Ça peut être finalement plein de défis qui se posent. Donc, à partir d'une thématique générale, on descend sur, OK, quels sont les défis qui se posent qui appellent cette thématique. Et toujours pour continuer la réflexion et avancer vers finalement une précision du challenge, de la question et de l'axe de réflexion, on peut aussi passer des issue challenges, des défis au challenge. C'est des termes qui existent. Nous, on a posé des étiquettes sur cette réflexion, mais évidemment, vous pouvez mettre les étiquettes que vous souhaitez sur cette démarche. L'idée, c'est que, par exemple, on parle des transports en public. Alors, les challenges, ça va être, par exemple, la gratuité, enfin, le prix des transports, quelle technologie pour les transports. Si on parle du partage de la route et cette question des pistes cyclables sur l'espace public, les challenges plus concrets, c'est OK, comment j'encourage mes habitants à faire plus de vélos électriques. Donc, ça peut être les défis de OK, est-ce qu'il y a la location des vélos? Est-ce qu'il y a des bornes? Comment finalement je crée l'infrastructure pour encourager cette nouvelle pratique de mobilité? Et finalement, on arrive à des questions beaucoup plus précises à partir d'une thématique qui était « je veux mettre en place une mobilité douce dans ma ville », par exemple. Et du coup, à partir de là, on décide de, OK, pendant 24 heures, par exemple, pendant un hackathon, on ne pourra pas adresser tous les sujets, on ne pourra pas explorer toutes les solutions. Donc, il faut qu'on définisse un point de départ le plus précis possible, enfin, le plus pratique possible, mais qui, en même temps, et c'est un peu la deuxième étape, qui appelle une palette de solutions potentiellement très large. Et c'est là où ça peut être assez difficile comme exercice de dire, OK, il faut que je sois à la fois précis, mais large. En fait, ce qui est important, c'est que sur le challenge qui aura été défini, c'est dans la note qu'on l'écrit, si vous pouvez faire une liste assez longue de potentielles solutions qui apparaissent pour pouvoir résoudre ce challenge, alors il nous semble que ce soit un bon challenge. Si le challenge appelle à une solution unique, a priori, vous avez la solution et vous n'avez pas besoin de cet exercice d'intelligence collective pour la trouver, pour la mettre en œuvre, pour l'implémenter. Du coup, un exercice d'innovation verte n'est pas le plus approprié, n'est même peut-être pas nécessaire dans ce cas de figure. Donc, l'idée, c'est vraiment, OK, j'ai cette question qui se pose. Potentiellement, il y a beaucoup de solutions, ça appelle beaucoup d'autres petites questions.
Et ça veut dire qu'on est dans un challenge qui va devenir intéressant à explorer, à travailler. Et dans ce cas de figure, évidemment, le design thinking est un outil extraordinaire au service de ce challenge. Donc voilà, ça c'est pour les 2 premières étapes. La 3e étape, c'est important d'aller tester l'appétence de ce challenge. C'est-à-dire, est-ce que c'est un challenge, une question que seule moi, Julia, je me pose, ou c'est une question presque d'intérêt général qui va intéresser d'autres personnes? Et en fait, pour ça, voilà, on peut facilement créer un pitch, c'est-à-dire aller parler de ce challenge, parler de cette problématique à notre entourage et se demander, OK, est-ce que selon toi, il y a peut-être déjà une solution très concrète qui existe, mais que je ne connais pas? S'il n'y a pas encore de solution évidente, unique, qui existe et qui manifestement intéresse d'autres parties prenantes, d'autres personnes, alors peut-être que c'est un bon sujet qui va nécessiter l'intelligence collective et l'innovation ouverte. Donc, c'est hyper important de faire ce premier exercice d'un peu de test utilisateur de ce challenge pour comprendre si on est dans quelque chose déjà de compréhensible et de pertinent, d'utile d'une certaine manière. La 4e étape, et ensuite de faire ce travail de OK, quelles sont les personnes dont je vais avoir besoin qui vont m'être utiles pour avancer dans la solution, la résolution de ce challenge. Est-ce qu'on a besoin de philosophes parce qu'on est sur quelque chose de peut-être encore trop abstrait et qui va nous nécessiter de préciser? Est-ce qu'on a besoin de designers? Est-ce qu'on a besoin du président de la République? Voilà. À quel niveau, en fait, se situe la problématique pour aussi se rendre compte de la faisabilité de l'exercice? J'entends, si vous voulez refaire toutes les routes, par exemple, de notre ville, enlever complètement les voitures et ne mettre que des pistes cyclables, évidemment, c'est une question qui concerne évidemment la municipalité. Ce n'est pas qu'au niveau des citoyens et de la start-up potentielle qui a la bonne idée. C'est tout un ensemble d'un écosystème de parties prenantes qui seront nécessaires pour avancer dans la réflexion et la potentielle résolution du problème. Et il y a des problèmes qui nous dépassent trop largement. Et si on sait par avance qu'on n'arrivera pas à mobiliser les personnes décisionnaires, les personnes qui nous permettront de résoudre le challenge, alors c'est que soit on est dans un niveau beaucoup trop, dans une strate beaucoup trop haute, et il faut trouver un axe de réflexion qui soit plus à notre niveau, soit c'est qu'on est à un moment où voilà, on n'est pas forcément, on n'a pas la maturité du marché ou du produit ou du service qui est suffisante pour être abordé aujourd'hui. Et dans ce cas-là, ça nous permet de réorienter peut-être la définition même du challenge avant de se lancer dans des heures de réflexion, de co-création et finalement des heures qui seront presque perdues d'une certaine manière. Donc, en fait, ces étapes-là, elles sont peut-être qu'elles sont fastidieuses et qu'elles peuvent être même frustrantes parce qu'on a envie de se lancer dans une résolution de solutions, de propositions d'idées, d'exploration de champs des possibles. Mais finalement, elles sont très, très importantes quand on souhaite avoir le maximum d'impact dans un minimum de temps. En termes d'intelligence collective. Donc nous, c'est des recommandations évidemment, mais on les encourage vivement quand on est dans cette démarche constructive. Et puis évidemment, donc selon nous, la dernière étape, c'est aussi cette question d'environnement, de mindset, dans quelle posture
je vais me mettre volontairement le temps de cet exercice d'intelligence collective pour maximiser et bénéficier de cette expérience avec une équipe à la résolution d'un problème. C'est un exercice qui n'est pas évident et qu'on ne se pose pas forcément quand on est motivé à participer à un hackathon. On dit « Ah oui, c'est super, j'ai un super challenge, on va réunir plein de différents profils, on va passer un moment sympa et on va peut-être trouver l'idée du siècle. » Certes, et je vous le souhaite. Mais pour arriver faire qu'il y ait justement un bon esprit d'équipe, une bonne dynamique et que ce ne soit pas encore et toujours un exercice de brainstorming qui soit finalement vain à la fin, c'est hyper important de se dire, OK, dans quel état d'esprit j'arrive, avec quelle attente, quel objectif et qu'est-ce que je mets à disposition de ceux qui ne connaissent pas mon challenge, qui n'ont pas de lien forcément direct avec l'enjeu, le contexte, la problématique, et qui, après l'exercice du hackathon ou après l'exercice d'intelligence collective, vont retourner à leur travail, à leur vie, à leur quotidien. Qu'est-ce que je crée comme environnement? Qu'est-ce que je construis comme environnement pour maximiser cette expérience d'intelligence collective, qui est essentielle et qui, on l'expliquera dans un autre module. En fait, c'est tout ce qui va, c'est tous ces éléments qui vont valoriser et expliquer la motivation intrinsèque des participants d'un hackathon et d'un exercice d'intelligence collective. Pourquoi je viens participer à un hackathon? Pourquoi je participe pourquoi je viens donner une journée de mon temps sur ce challenge? Et en fait, quand on est dans cette posture de définir un challenge pour un hackathon ou pour un projet, il faut se mettre aussi à la place de ceux qui viendront et de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce que je peux du coup leur offrir et leur mettre à disposition? Quel état d'esprit, quelle posture? Et donc, c'est cette question assez fondamentale que nous, on appelle cet environnement, en fait, dans cette définition de challenge. Et qui doit être une part importante de préparation dans la définition des challenges d'un hackathon. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, alors peut-être que c'est un peu théorique pour vous, mais finalement, l'exercice, quand on se pose avec cette thématique, ces défis, ce challenge, cet environnement, cette équipe, finalement, la finalité, après, ça coule de source et l'exercice devient beaucoup plus facile le temps du hackathon. Et donc, on vous encourage à proposer cette checklist d'une certaine manière à ceux qui cherchent à définir des challenges, à proposer des challenges, des sujets pour les hackathons, des sujets pour l'innovation ouverte et qui pourraient, voilà, qui est une forme de guide, il n'y a pas d'obligation à la suivre, mais c'est vraiment des conseils. Et on a essayé de rendre ça un peu ludique, en disant, OK, on peut se poser la première question qui était la première étape de est-ce que j'ai un problème concret qui appelle des solutions pratiques, mais avec une large panel de solutions? Si oui, alors on va passer à la deuxième étape. Sinon, c'est ce qu'on se disait, peut-être qu'on a défini soit un problème qui est trop précis, soit peut-être même trop large. Voilà, il faut revenir à cette étape de OK, comment je passe de la thématique générale à des défis particuliers qui en découleront des challenges encore plus précis. Donc, il faut retravailler cette étape-là qui est pas la plus compliquée, mais qui ouvre des champs très, très larges de possibilités et à un moment impose de faire des choix et des choix aussi en fonction des opportunités qui se présentent. Je m'explique. Si tout d'un coup, vous décidez d'organiser un hackathon, un exercice d'intelligence collective, où vous savez que vous allez réunir presque uniquement des développeurs, des hardware, software, alors peut-être vous avez tout intérêt à définir un challenge qui soit très technologique. Au contraire, si vous vous inscrivez dans un événement qui est plutôt de l'ordre
de l'idéation, mais évidemment du prototypage, mais qui soit un peu plus généraliste, si je puis dire. Alors, à vous de trouver l'angle d'attaque qui puisse servir votre projet avec un challenge qui soit plus de cet ordre-là. Voilà, c'est aussi un jeu à avoir, une posture finalement à avoir et une façon de mieux profiter de l'expérience du hackathon à travers cette première question. Donc, dans notre checklist, oui, j'ai bien un problème qui appelle un panel de solutions pratiques. OK, je passe à la deuxième étape. Est-ce qu'il y a une solution unique, évidente? Si oui, ce qu'on disait, OK, super, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé la clé à votre problème. Mettez-vous en mode projet, créez votre team et allez-y étape par étape pour la mise en application de cette solution. Si la solution n'est pas évidente ou si elle n'est pas unique et si, selon vous, elle mérite d'être challengée, qu'elle mérite d'être retravaillée, améliorée, alors potentiellement, l'innovation ouverte peut être un des outils qui puisse servir votre solution, votre problème. Dans ce cas-là, c'était l'idée du pitch. On va tester notre projet. Est-ce que cette question est une question qui est seulement personnelle ou qui semble créer un consensus, qui fasse consensus avec un petit groupe de personnes et qui, du coup, va potentiellement intéresser des personnes extérieures à mon projet? Sinon, cela veut dire que, soit c'est une question de définition, de wording, soit c'est une question simplement d'intérêt. C'est OK, c'est trop personnel et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin ou ça va être difficile de mobiliser l'intelligence collective pour mon projet. Si par contre, on voit qu'il y a un intérêt collectif, un intérêt partagé et que notre challenge et que la formulation de notre challenge fait sens, ou en tout cas est compréhensible, alors on peut passer à l'étape 4 que je vous présentais, c'est réfléchir qui intégrer, qui impliquer dans la résolution de ce problème, de qui je vais avoir besoin, qui je vais devoir réunir autour de la table. Est-ce que c'est des personnes facilement accessibles, difficilement accessibles? Est-ce que c'est des personnes de mon réseau? Est-ce que c'est des personnes extérieures à mon réseau? C'est des questions importantes à se poser. Et si on n'arrive pas à identifier ces personnes, alors, a priori, c'est peut-être qu'elle est trop précise et qu'elle appelle une compétence qui est extrêmement rare et qu'on va avoir du coup potentiellement beaucoup de difficultés à mobiliser. Et dans ce cas-là, le hackathon ou l'exercice d'intelligence d'innovation ouverte, ne semble pas forcément la plus adaptée, la plus pertinente et la plus aidante finalement à la résolution de ce problème. Et dans ce cas-là, la solution, c'est de soit redéfinir, utiliser d'autres mots ou essayer de peut-être prendre un autre angle d'attaque tout en restant dans la même catégorisation de challenge. En tout cas, on est proche de la solution et elle mérite d'être travaillée encore un petit peu avant d'être vraiment prête pour participer au hackathon et bénéficier de l'intelligence collective. Par contre, si on a identifié assez facilement de qui on va avoir besoin, à quel niveau de la chaîne de valeur finalement cette solution va être impactante, alors on passe à la définition de ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'environnement. Comment je construis mon environnement? Qu'est-ce que je mets à disposition en termes de documents, mais aussi dans quelle posture j'arrive? Quelle place je laisse à mes coéquipiers en termes de proposition d'idées, de créativité? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je garde? L'innovation ouverte ne veut pas dire de tout ouvrir. L'innovation ouverte veut dire à un moment partager, mais il y a peut-être des choses trop sensibles qui sont trop peut-être
trop restrictive ou trop sécurisée, qui ne semble pas nécessaire d'ouvrir le temps de cet exercice. Et du coup, comment je prépare l'environnement pour le hackathon. Et d'avoir pris ce temps de réfléchir à cet environnement, après les 4 précédentes étapes, il nous semble qu'on soit prêt à participer au hackathon avec ce challenge, que le challenge est bien défini, qu'on va pouvoir réunir les bonnes personnes autour de lui et que surtout la résolution de ce problème semble possible, ce qui est quand même hyper intéressant quand on fait toute cette démarche. Donc voilà ce guide. Elle peut être évidemment adaptée en fonction du contexte, en fonction aussi de vos attentes, de vos objectifs, de l'événement potentiellement dans lequel vous prendrez part. Mais il nous semble que ce soit des bonnes pratiques à avoir, un bon processus pour avancer vers l'innovation verte de manière sereine et surtout très efficiente. Il y avait souvent une question qu'on nous pose quand on a défini un bon challenge, on a défini un bon problème, on est prêt pour le hackathon. Et en fait, il faut faire cet exercice avec chaque équipe. Et presque, on nous demande, mais pourquoi peut-être un challenge suffirait? Et nous, on s'attelle à préconiser d'organiser des moments de co-création à plusieurs challenges pour des raisons assez évidentes d'économie d'échelle. Quand on met des efforts pour construire un environnement de créativité, de liberté d'expression d'une certaine manière et de réunir des personnes dans un endroit neutre et pertinent, alors autant le faire pour plus qu'une équipe. Hein, c'est toujours plus intéressant. Il y a aussi cette question de masse critique un peu. On sait que à partir de, on a mis à peu près 30, à partir de 30 personnes qui sont réunies au même jour, au même endroit, pour la même raison, la même motivation, ça crée une expérience qui est particulière et qui crée une énergie et un esprit d'équipe qui est vraiment très intéressant en termes d'intelligence collective, de co-création. Et du coup, on préconise d'avoir presque un nombre minimum de personnes pour créer cet engouement et cette dynamique. Évidemment, quand on réunit différents challenges dans un hackathon, l'idée, ce n'est pas forcément de créer de la compétition entre ces challenges parce que les challenges abordent des thématiques potentiellement très différentes, sur des niveaux d'implication différents, des solutions variées. Et ce qu'on veut dire par là, c'est l'objectif, c'est pas qu'il y ait forcément un gagnant, un perdant d'une certaine manière. C'est d'utiliser cet esprit un peu de il faut qu'on délivre et on a envie de faire bien les choses et potentiellement d'être valorisé à travers un prix, à travers un badge, à travers n'importe quoi. Donc cet esprit de compétition, mais clairement dans un environnement beaucoup plus sain et moins stressant peut-être qu'une simple compétition. Et c'est ce qu'on appelle la coopétition. C'est vraiment, on collabore, on est aussi là pour aider potentiellement les autres équipes à avancer parce que d'une certaine manière, ça nous nourrit. Et du coup, cette volonté de bien faire, cette tension entre les équipes et cette énergie pour résoudre les challenges crée un environnement très propice à l'intelligence collective et à la résolution de problèmes. Et puis, voilà ce que je disais, l'idée de cette deadline, il faut un moment qui est ce cadre et qui est cette fin annoncée dans cet exercice d'intelligence collective pour que le hackathon se différencie largement d'une séance de brainstorming. Voilà, c'est hyper important en termes d'énergie, de dynamique, d'esprit d'équipe et d'expérience du hackathon. Et enfin, du coup, j'en viens à une forme de, pour peut-être résumer
ce qu'on s'est dit, c'est cet aspect environnemental environnement plutôt du challenge. C'est pas quelque chose auquel on pense de manière immédiate, évidente, et pourtant, elle est, selon nous et selon les recherches, les travaux de recherche qu'on a pu faire, elle est fondamentale dans l'exercice et l'expérience du hackathon, l'expérience d'innovation ouverte, l'expérience d'intelligence collective manifestée à travers ces quelques heures de travail. Il est nécessaire que les participants d'un challenge se sentent libres de proposer des idées, se sentent non jugés et se sentent faire partie d'une expérience qui change, qui est différente de celle qu'ils vivent au quotidien. Ça ne veut pas dire, ça ne nécessite pas de mettre en place des lieux exceptionnels avec des animations, en veux-tu, en voilà, des goodies. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est l'état d'esprit dans lequel on propose aux participants de rentrer et qui va à un moment faire corps, faire sens et créer toute la magie du hackathon. Mais ça se prépare. C'est vraiment un moment hyper important de préparation. Il faut le savoir. Et c'est ce qui va faire que votre événement d'innovation verte sera réussi ou moins bien réussi. Ce qu'on disait, voilà, cet esprit aussi ce n'est pas parce que c'est moi qui porte le challenge, qui apporte l'idée pour le hackathon, que c'est moi qui détiens tous les savoirs et qui vais vous dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, toi tu fais ci, toi tu fais ça. L'idée, c'est qu'à un moment, on se mette autour d'une table, que ce soit un travail très horizontal, on dit sans pression du management, c'est-à-dire potentiellement à ma droite, il y a un directeur et je ne sais pas pourquoi pas, un magistrat. Et à ma gauche, il y a les citoyens qui est utilisateur d'une potentielle solution et tout le monde se parle sans étiquette, sans jugement, sans management. Et c'est vraiment hyper important et c'est ce qui fait que ces hackathons et ces moments d'intelligence collective sont des espaces neutres et si puissantes en termes de potentielle résolution de problèmes. Cette question d'esprit d'équipe, donc c'est toujours ce lien avec cet environnement, la posture dans laquelle je suis. Ce n'est pas une entreprise qui dit à un moment, j'ai un challenge à résoudre, proposez vos solutions et ensuite merci, au revoir, je prends tout et vous retournez chez vous. Non, c'est aussi comment je m'implique, comment je me mets à nu d'une certaine manière, comment je partage ce que j'ai dans la tête, mes idées, mes convictions et comment ensemble on avance vers une solution collective. C'est aussi ce point de ne pas chercher à résoudre à la place d'eux. C'est finalement ce point de, OK, si j'ai une solution unique en tête et je suis sûre de vouloir développer cette solution, alors ne participez pas à hackathon. N'utilisez pas l'innovation ouverte pour ça. Vous avez une solution, développez-la, implémentez-la. Si vous n'avez pas la solution, mais que vous avez une idée quand même précise et que vous voulez quand même essayer d'influencer, c'est non plus pas le lieu. C'est vraiment, vous pouvez donner tout le contexte, tous les inputs. À un moment, il faut lâcher prise. Il faut ne pas demander aux participants de travailler pour vous, mais de travailler avec vous à potentiellement la résolution du problème. Mais encore une fois, si à la fin, la solution n'est pas efficiente, n'est pas réalisable, l'exercice n'est pas inabouti pour autant. L'exercice, selon nous, sera quand même bénéfique et tout le monde en tirera quand même un avantage à un moment donné. Peut-être pas immédiat, mais finalement, l'expérience de co-création sera là. Et pour nous, c'est ce qui nous importe le plus. On avait un porteur de projet qui a participé à un hackathon en 2018 et il nous a contactés il y a 2 semaines pour nous dire, il y a 4 ans,
tout le travail qui a été fait avec l'équipe, finalement, ça ne m'a pas vraiment servi sur le moment parce que le marché n'était pas prêt, parce que je ne savais pas si je pouvais me lancer dans le projet, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais il avait tout gardé parce que c'était une matière hyper intéressante pour autant. Et il nous dit il y a 2 semaines, 4 ans après l'événement, il nous dit « J'ai ressorti toutes mes notes et maintenant tout prend sens. Ça me sert maintenant. » Et du coup, on aurait pu croire que l'exercice du hackathon pour ce challenge a été vain, qu'on n'a pas aidé à faire avancer à la résolution du problème. Mais finalement, c'est que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon contexte, le bon environnement. Et finalement, mais ce qu'on retient, c'est qu'à un moment donné, ça a servi. L'exercice a pris sens. Et c'est ce qui est vraiment magique d'une certaine manière avec les hackathons. Et puis, pour ne pas être déçu, pour ne pas être trop déçu si la solution n'est pas celle à laquelle on s'attendait, il faut faire cet exercice de lister les ressources, les compétences dont on a besoin pour le challenge et à l'avance. Et aussi savoir s'adapter en fonction des personnes qui seront finalement présentes le temps du hackathon. Merci Julia. On a une question dans le chat, je profite de la poser. Bien sûr. Hélène qui nous demande, faudrait-il avoir un modérateur par groupe de challenge? Car j'imagine qu'il y a toujours des personnes qui adorent monopoliser la parole et du coup les autres n'osent pas s'exprimer. C'est une bonne question. Il y a plusieurs styles, disons. On a expérimenté différentes choses avec Open Geneva à travers les différents hackathons. On a expérimenté des équipes avec des modérateurs qui les coachaient, qui s'assuraient potentiellement de cette dynamique d'équipe. Mais pour avoir été facilitatrice, même dans cette posture, c'est pas toujours évident d'enlever la parole à celui qui la garde trop longtemps, surtout si c'est lui qui porte le challenge à la base. Ça, c'est voilà. Et finalement, après plusieurs années, plusieurs expériences, le choix qu'on a fait, le choix délibéré et la posture qu'on adopte, c'est d'être très, très libre. De laisser beaucoup de liberté et de laisser les dynamiques d'équipe se gérer, s'auto-gérer. Donc, potentiellement, les équipes où il y a quelqu'un qui monopolise la parole, naturellement, à un moment, ça va peut-être s'essouffler, ça va peut-être faire que la solution à la base, au final, sera peut-être un peu médiocre d'une certaine manière. Peut-être que l'exercice aura été difficile, mais le modérateur, finalement, n'aurait pas pu vraiment contrebalancer cette dynamique-là qui est vraiment au sein même presque intime des équipes. Et on a vu qu'en laissant finalement le plus de liberté et le plus de place à cette auto-organisation, à ces équipes, finalement, les profils naturels des personnes se mettaient plus en place et potentiellement, ceux qui n'osaient pas prendre la parole parce que le porteur de projet, par exemple, monopolisait, au bout d'un moment, soit se retire, soit contrebalance. Et le risque quand il y a un modérateur, c'est qu'ils attendent que ce soit le modérateur qui fasse l'exercice. Et en fait, tout le monde attend que ce soit l'autre. Les modérateurs se disent, OK, à un moment, l'équipe va prendre le dessus, l'autre va laisser la parole. Et finalement, il y a un jeu comme ça tripartite qui n'est pas forcément efficiente, qui se met en place. Et qui peut même créer des malaises parce que le modérateur ne veut pas forcément trop s'imposer. Les équipiers attendent du modérateur ce rôle et le porteur de projet, ils fonce en mode TGV et en fait, ils ne voient personne et ça ne marche pas. Donc, en fait, d'être très libre, nous, on préconise plutôt de laisser la place, de laisser les dynamiques d'équipe se faire et le naturel revient vite et gère très bien les situations. Il peut évidemment y avoir des conflits, évidemment y avoir des situations
particulière et il faut pouvoir être en support aux besoins des équipes. Mais on ne préconise pas d'être trop incisif, trop maternant de ce côté-là. Can I quickly, Megan, est-ce que je peux traduire juste rapidement en anglais pour Bien sûr. cette question, je trouve important. So this question was basically in the chat for our English speakers here. It was about asking if there should be a moderator per challenge group, and maybe there is always someone there that monopolizes the discussion within the group. And briefly, the answer first of Julia is that's of course always something that might derail the progress of the group and the challenge. And what we propose with having experimented different formats with Open Geneva and the hackathon is that we give the space for all the people to participate horizontally, and that is why we don't assign any specific roles within the team. So because people eventually they self-organize, and I would add to Julia's answer that because of this very restricted time during the hackathon of just some hours, or a day, eventually, because there is the pressure of finding a good solution based on what the group has agreed. Because of this time pressures, there the dynamics change. So it might be also that someone is taking eventually more of the leading role to coordinate the group that really wants to make it until the end and really go all the way to have eventually a practical solution, a technology or any other type of solution there. I just wanted to, because I thought it was a very good question, and I wanted to help your English speaking people with that. Thank you so much, Aphrodite. I think we will move on. And I think, next. No, it's still Julia. So, yes. Je vais essayer d'être plus rapide. Oui, c'est sur cette question des ressources. Donc, quand on parle des ressources pour l'innovation ouverte, tu peux passer. Voilà, merci. On parle pour avec OpenGeneva, on parle de 3 types de compétences qui sont nécessaires d'expérimenter et aussi de réunir pour les hackathons. Donc, on parle évidemment des soft skills. Donc, là, c'est toute cette question de comment on réunit des personnes qui ne se connaissent pas et qui doivent apprendre à communiquer et à se parler. C'est des questions, c'est des compétences de relations presque humaines, de relations sociales, interpersonnelles qui se manifestent. Et c'est un très bon exercice pour cela. Soft skills, c'est aussi apprendre à communiquer ses idées, à présenter ses idées, potentiellement à créer l'environnement, à pitcher une solution, à régler des conflits, gérer des dynamiques d'équipe. Et c'est des choses qui sont expérimentées tout au long des événements d'innovation verte, notamment des hackathons, et qui sont un très, très bon exercice, un très beau terrain d'expérimentation et pour ces compétences-là. C'est aussi évidemment des compétences techniques. Quand on parle des hackathons sur la finance durable, et on a besoin de personnes qui savent de quoi elles parlent, de techniciens, mais ça peut aussi être cette question évidemment de marketing, de design, mais c'est important d'avoir potentiellement dans une équipe des personnes qui sont potentiellement pour gérer les soft skills, d'autres qui sont plus pour représenter les compétences techniques. Et une troisième compétence dont on a besoin, c'est aussi les digital skills.
Alors, évidemment, beaucoup plus quand on est sur des formats en ligne, mais il y a forcément un moment où on va potentiellement avoir besoin d'aller chercher des données, d'ouvrir des outils digitaux pour documenter un travail, pour gérer ces moments d'idéation, pour compiler, pour synthétiser, pour aussi avancer dans ce processus comme le design thinking, passer dans ce processus d'idéation. On peut utiliser des outils digitaux et des compétences numériques pour apprendre et pour avancer dans la résolution des problèmes. Quand on me parlait de créer l'environnement et de réfléchir à la liste des compétences dont on va avoir besoin pour résoudre, en tout cas réfléchir au mieux à la solution, on parle des compétences nécessaires pour son challenge. Donc, on avait parlé, le point de départ est d'avoir une idée précise du problème à résoudre, de la solution pas de la solution à atteindre, mais du problème à résoudre et potentiellement du panel de solutions qui s'ouvre à nous. Et puis, trouver du coup ces personnes qui vont conjuguer ces soft skills, ces field skills, ces digital skills pour avoir cette palette de solutions, cette palette de ressources à disposition. Potentiellement, il y a des compétences spécifiques dont on va avoir besoin pour telle ou telle résolution de problème. Donc ça, c'est important de les identifier et de les intégrer à notre challenge. Et puis, ça peut être aussi un moment, une opportunité pour apprendre, pour découvrir de nouveaux outils, pour découvrir, se challenger sur de nouvelles compétences, sur de nouvelles ressources. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent, qui se révèlent pendant l'hackathon et qui, si au départ ont reçu un pitch du porteur de challenge, après 24 heures, présentent eux-mêmes la solution qu'ils ont fait leur. Et ça, c'est une expérience hyper enrichissante pour eux. Ils ont expérimenté le pitch, ils ont expérimenté la présentation d'une idée à travers un document, à travers un prototype, à travers une solution tangible. Et donc, ça a été un moment d'apprentissage pour eux, un moment de découverte qui peut être hyper inspirante et qui, du coup, est là à disposition quand on propose un challenge, mais aussi quand on veut organiser un hackathon. C'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut offrir à nos participants, à nos équipes, pour qu'ils aient aussi un moment d'apprentissage, d'expérimentation. Donc, ça peut être des workshops très concrets, ça peut être des moments d'inspiration, ça peut être des témoignages, ça peut être des moments, des interviews, des moments d'échange. Ça contribue aussi à cette expérience, à cet environnement. Et donc, c'est pour ça que les hackathons Open Geneva sont aussi certifiés par Unitar comme des moments d'apprentissage parce qu'on sait qu'au sortir du hackathon, on aura nécessairement, par l'expérience même du hackathon, appris de nouvelles choses, découvert, expérimenté, testé. On se sera peut-être trompé, on aura peut-être échoué, mais finalement, on aura appris. Et puis, voilà, c'est aussi une petite note, mais sur les ressources auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être utiles quand on organise un hackathon, mais aussi quand on propose un challenge, quand on définit un challenge. C'est mettre à disposition du matériel de prototypage pour encourager à la matérialisation d'une solution, à l'exploration d'idées. Ça peut être ouvrir des accès à des bases de données ouvertes, évidemment, mais pas que. Ça peut être spécifique à un challenge, spécifique à une thématique, spécifique à un partenaire, une organisation. Mais réfléchir comment finalement avoir un terreau de ressources pour expérimenter, explorer et rendre ce moment vraiment riche et intense. Ça peut être évidemment de mettre à disposition des logiciels, des applications
pour encourager un travail collaboratif, pour aussi avoir une trace de ces réflexions collectives. Donc les Miro, les Slack, tout ça, c'est une façon de garder du lien, de valoriser a posteriori ce qu'on a fait. Et même, évidemment, de continuer à partir de toute cette matière à développer une idée, un projet. Ça peut être, oui, évidemment, les accès aussi du matériel de prototypage, des logiciels de prototypage, vraiment beaucoup de choses à explorer. Ça dépend évidemment de vos besoins, évidemment de vos opportunités et évidemment du contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais c'est important de réfléchir à ça parce que c'est toutes ces ressources qui créent l'environnement de votre challenge, qui créent l'environnement de votre hackathon. Et vous voyez que voilà, on n'a pas parlé d'animation, de goodies, c'est pas de ça dont il s'agit. Pour nous, c'est vraiment de la matière pour travailler, pour innover, pour proposer, pour s'amuser. Voilà, donc moi j'en ai fini et je laisse la parole à Aphrodite pour continuer sur ses compétences et ses ressources. Merci Julia et vous me permettez d'échanger maintenant en anglais. So thank you for those who have stayed until now. This is the very last slide and of today's bootcamp, and I'll try to be brief here. So we saw, and I would say it summarizes a little bit of this skills section that we just now presented. So we saw what skills are needed for open innovation, but also previously on the steps to build an innovation challenge, and also going back to the fundamental design thinking. But we wanted to just put this slide there for the connection, to dedicate this slide for connecting to sustainable development and the SDGs. So what about innovating for a purpose? And we know that all of you here and who are thinking or have decided to go about organizing a hackathon, the topic is of an interest and of a great purpose, of course, related to sustainability. So on your right here side of the slide, you see the SDG Innovation Canvas. So this is a whole workshop we give during the SDG Innovation Bootcamps in preparation of specific hackathons, and it's not far from a canvas used by companies, the Business Campus. It's featured in the Business Harvard Review, and it has really gone all around the world to help companies move beyond strategies that are merely centered around products, but really towards a business model thinking, more of a lean start approach. So at UNITAR, and together with Open Geneva and the University of Geneva, we have adapted this model to position innovation for sustainable development and the Sustainable Development Goals. And really, it includes the elements for approaching and building an SDG innovation or a new idea, or for addressing a challenge or multiple challenges. And you can see here among the different elements and actions in the canvas that can guide you through the whole process. They're not really steps, they're more of considerations to take when innovating. You can see, for example, gather a team, or sustainability in your innovation, scaling strategies, value proposition. But what does it really mean to gather a team, or being a team is in terms of competencies to innovate for the specific challenge you have in mind to address? Or when we talk about scaling our solution or replicating it, what are the fundamental competencies there we need as individuals that will help us in this specific step or the whole innovation process itself? So we need certain competencies that when we combine them in a team, Megan, tu peux cliquer, merci.
So these competencies, when we combine them in a team, they can be extremely beneficial to innovating, and they can also determine very much, the success of your innovation eventually. So these skills here, you see, UNESCO published, had published around education for sustainable development, flagging really the skills we need to address the goals and take action in this world, which is very much complex. And among these competencies, we have identified the key ones that are not only connected to addressing the challenges, the SDGs, but of course, to innovate for relevant challenges. And first one is collaboration. And it really flags what Raki was saying at the beginning with regards to this first step of design thinking with empathy. So really to be in a team, to deal with conflicts, to deal with diversity, to develop the ability to learn from others, to understand, to respect also the needs and perspectives of others, and really to facilitate the problem solving in a collaborative and participative way. Second one is critical thinking. And this is really important in specific steps there of your innovation, when it's about taking decisions. And the hackathon itself and the topic you address, it brings you in front some questioning different norms, questioning practices. So this skill, it really pushes you to take a position in the sustainability discourse. So third one is self-awareness, and this is important when we reflect, when we already when talking, engaging about a topic, choosing a challenge. It goes back fundamentally to our ability to reflect what is our role in the community we are, in the global society, but also in our team in this case. So this competency, because eventually it becomes a competency. It makes us push a little bit to reflect on our own role and what is it that we want to do. And it's very much connected to all the things and all the aspects of sustainability we care about. The fourth one is, and last one, is the integrated problem solving, and the how to apply different problem solving frameworks to complex sustainability, and in complex problems, and also how you can develop their inclusivity and equitability that can promote sustainable development. So briefly, these are the key competencies that go back to having individually as a person, that you can also transfer to the group. And of course, if combining the group, it can be extremely beneficial in innovating for this specific sustainability challenge. And learning and what I believe, like, it's magical with the hackathons is that you can learn and practice these competencies while doing. And so we define the hackathon sometimes learning by doing, and this is what happens at the hackathons, and also the trainings we provide for specific hackathons before they help in really developing these skills. So going to the hackathons at your full maximum capacity. Thank you very much, Aphrodite.
I think I will switch back to French because we are arriving at the end of the session. Alors, click and move, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette session et on va rapidement répondre à quelques questions parce que je vois que le temps tourne. Et pour commencer, on avait une question pour Julia dans le chat de Léane qui nous demandait: en sélectionnant des challenges, une institution ou organisation peut chercher des réponses à ces problématiques, mais si les idées développées appartiennent aux porteurs de projets ou aux équipes, quelle est la plus-value ou le but pour les organisateurs? Est-ce que le but est ensuite de poursuivre avec quelques projets ou de générer de l'inspiration? Ouais, ça peut être différents objectifs. Ça peut être, oui, créer de l'inspiration. Ça peut être initier des collaborations entre cette organisation et les porteurs de projets. Un porteur de projet, ce n'est pas toujours un entrepreneur. Il faut quand même se le rappeler. Ça peut être aussi des travaux de recherche. Ça peut être des collaborateurs de cette organisation. L'idée, c'est de mixer les profils de ces porteurs de challenge pour encourager l'organisation finalement à être la plus impliquée possible dans les potentielles solutions. Par exemple, pour être très concret, Open Geneva, donc en tant qu'organisation, on organise nos propres hackathons sur une thématique et les solutions, elles sont toutes apportées. Les challenges sont toutes apportés par un écosystème qu'on cherche à réunir et c'est ça notre intérêt. C'est de créer un environnement, de créer un moment où des organisations privées, des organisations internationales, des citoyens, des associations vont se parler. Et nous, c'est ça notre intérêt. Et on a tout intérêt à animer cet écosystème. Et c'est dans ça qu'on trouve notre bénéfice. Pour les porteurs de projets d'entrepreneuriat, ils vont peut-être être hyper intéressés à présenter leur projet, leur challenge à un grand groupe qui pourrait potentiellement investir. Le grand groupe pourrait être hyper intéressé à une solution qui pourrait répondre à leur solution. Mais c'est aussi les universités un étudiant pourrait trouver un job de cette manière, des associations de créer des collaborations pour améliorer ou développer leurs activités. En fait, tout le monde y gagne et oui, ça peut être de l'inspiration, ça peut être de la collaboration, ça peut être du réseau, ça peut être du job, ça peut être de l'investissement, ça peut être aussi évidemment de l'image de marque. Il faut quand même être au clair sur ça. Et à partir de là, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Super. Merci Julia pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? N'hésitez pas à prendre le micro ou à l'écrire dans le chat. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, salut. Comment ça va ici? Ça va bien et vous? Super bien. Alors, comme je l'ai dit, Open Geneva et UNIFAR, on apprend toujours de nouvelles choses et c'est pour un peu revenir sur mon expérience avec le hackathon. J'ai eu à bénéficier d'une formation sur le renforcement des compétences sur le numérique au Sahel, qui était une initiative de l'UNITAR. On a suivi une formation intensive sur EDAP de 6 semaines qu'on achevait par un hackathon. Vraiment, c'était une expérience vraiment très bien parce qu'on a travaillé avec différentes nationalités parce qu'il y avait 8 pays de la sous-région avec lesquels on ne se connaissait pas, mais on a eu à travailler sur des projets innovants et à la fin, on a présenté ces projets-là aux membres des jurys qui ont sélectionné les 3 meilleurs. Et chance faisant, j'ai été dans le 3e groupe qui a remporté le prix et c'était vraiment une belle expérience et j'encourage tout un chacun de nous vraiment à aller et voir ce qui se passe vraiment dans le hackathon. C'est très intéressant, surtout en termes d'expérience et d'apprentissage vraiment. Merci. Merci Mahamadou pour cette partage d'expérience. Merci beaucoup. C'est génial de voir aussi d'avoir une personne de l'autre côté du monde partageant cette expérience et aussi une expérience qui inclut soi-même
Enfin, c'est cet aspect que vous avez mentionné de interdisciplinarité dans Hackathon qui est vraiment très bénéfique pour l'expérience. Donc, merci beaucoup pour ça. Et félicitations pour votre prix. Très Merci. bien. Alors, Asa qui nous demande, sera-t-il possible, SVP, de présenter une liste pendant un de ces 5 modules intéressants proposer une liste de toutes les associations ou fondations à Genève qui peuvent nous aider à réaliser une idée ou un challenge. Par exemple, j'ai entendu parler de la Swiss Foundation, Social Up, Hospice Général, etc. Alors, nous, sur notre site, sur le site d'Open Geneva, pardon, il y a quelques... Nous, on les appelle les partenaires accélérateurs. C'est cet écosystème avec qui on travaille, les partenaires avec qui on travaille qui peuvent vous héberger, vous accompagner, vous coacher en fonction des thématiques, des maturités de projet qui existent à Genève. Mais notre liste est loin d'être exhaustive parce qu'on ne travaille pas encore avec tout le monde. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de site qui référence l'intégralité de cet écosystème. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous la fournir. Mais peut-être que déjà, celle que nous, on propose peut vous intéresser. Merci. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Super. Gentiment repartager mon écran parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, bon, voilà, on est arrivé à la fin de ce 3e module du SDG Innovation Bootcamp. On vous remercie tous pour votre participation. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec le 4e module qui concernera la promotion et la communication de votre événement d'innovation. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous avez un événement d'innovation ou un hackathon à organiser, vous pouvez le proposer au programme du Festival d'innovation ouverte Open Geneva, qui aura lieu du 17 au 27 mars. Donc, normalement, la deadline pour proposer votre événement était jusqu'à aujourd'hui, mais on a étendu le délai jusqu'à la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Hop. Et voilà. Et je vous laisse avec les liens vers nos réseaux sociaux. Et je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien vers notre newsletter si vous voulez recevoir un peu les dernières informations concernant Open Geneva et nos activités. On est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram sous le nom Open Geneva, tout simplement. Et Julia va vous mettre le lien vers le site avec les listes. C'est fait. Bah, super, très bien. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce module. Merci à tous encore et on se réjouit de tous vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.